Alors, le sujet, c'est la relation d'aide, un processus d'accompagnement. Eh ben, je vais parler lentement, comme ça vous arrivez à écrire. Un processus d'accompagnement psychologique au cœur de la pratique clinique. Alors, bien sûr, introduction. Qu'est-ce que ça veut dire la relation d'aide? Alors, la relation d'aide consiste, selon Carl Rogers, donc c'est l'humanisme, c'est l'approche humaniste, c'est-à-dire l'approche qui va placer la personne au centre même de la pratique, donc thérapeutique. Alors, la relation d'aide consiste en un accompagnement psychologique pour les personnes en situation de détresse morale. La relation d'aide se définit comme l'aide psychologique. C'est aussi l'engagement dans la voie de l'accompagnement. Elle se réfère à la philosophie humaniste. Cette approche tient compte de la prise en charge de la personne. C'est le prendre soin du sujet. L'accompagnement psychologique, professionnel ou non, le plus souvent sous forme d'entretien en tête-à-tête, de personnes en situation de, de détresse ou en demande de soutien, parfois appelée aussi relation soignant-soigné. Dans le cadre des approches de la psychothérapie, les principes de la relation d'aide découlent principalement des travaux tels que celles de Carl Rogers et d'Abraham Maslow dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc maintenant qu'on a planté le décor, on va revenir un peu sur l'histoire pour comprendre les choses qui vont venir après. En fait, Alors, la relation d'aide telle qu'elle est définie aujourd'hui trouve ses prémices dans l'activité de conseil des pasteurs de certaines églises protestantes aux États-Unis au début du XXe siècle sur la base des premiers travaux de la psychanalyse. En 1925, le docteur Richard Cabot publie un article dans le Surveil graphique suggérant que les candidats à la fonction de pasteur reçoivent une formation similaire à celle offerte en école de médecine. Dans les années 30, Anton Boison développe un programme qui va dans ce sens. En 1963, The American Association of Pastoral Counselors est fondée afin de fournir une formation certifiée aux pasteurs accompagnants. Carl Rogers et la relation d'aide. Dans le cadre des soins infirmiers, la relation d'entraide est généralement définie comme la capacité que peut avoir un soignant à amener toute personne en difficulté à mobiliser, ses ressources en vue de se faire soigner correctement. Alors, depuis les travaux de Carl Rogers, à partir de 1942, la notion de relation d'aide s'est appuyée en effet de façon optimiste sur la possibilité d'aider la personne en difficulté à mobiliser ses ressources, comme je viens de le dire, plutôt qu'à lui imposer des solutions de l'extérieur. Donc, selon Carl Rogers, je le cite, les personnes ont en elles de vastes ressources pour se comprendre et changer de manière constructive leur façon d'être et de se comporter. Ces ressources deviennent disponibles et se réalisent au mieux dans une relation définissable par certaines qualités. L'expression relation d'aide est aujourd'hui principalement rattachée aux principes énoncés par Rogers. Donc, dès qu'on parle de relation d'aide, on parle de l'humanisme et donc de Carl Rogers. D'ailleurs, c'est à partir de là, de ces études, que se sont inspirés ceux qui vont venir après pour faire le coaching. D'accord? Donc ça, on l'a trouvé d'ailleurs
en étudiant le coaching avec Madame Rachida, on a trouvé ça. Elle nous a parlé déjà de ça. Alors, la relation d'aide dans l'approche centrée sur la personne, ACP, donc de Carl Rogers, elle serait favorisée par 4 qualités ou attitudes non directives de l'accompagnant. Donc, il faut 4 choses. Il faut l'empathie, l'écoute active, la congruence et le non-jugement. Je répète, l'empathie, l'écoute active, la congruence et le non-jugement. Donc, alors, la relation d'aide selon Carl Rogers est une relation permissive, c'est-à-dire qu'on va donner la permission à la personne, donc, mais c'est une permission qui est structurée, d'accord, de manière précise et qui permet au client d'acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le rend capable de progresser à la lumière de sa nouvelle orientation. Ça, c'est Carl Rogers qui dit ça. Donc, il dit que c'est une relation permissive, structurée de manière précise, qui permet au client d'acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le rend capable de progresser à la lumière de sa nouvelle orientation, c'est-à-dire le changement. Alors, les méthodes de développement personnel, comme je viens de dire le coaching, dans la culture New Age, font intervenir la notion de relation d'aide de diverses manières. Jacques Salomé, dans son ouvrage sur le sujet, l'a défini comme une situation dans laquelle l'un des participants cherche à favoriser l'éclosion et la mise en œuvre chez l'une ou l'autre partie des ressources latentes. Et je souligne les ressources latentes, c'est-à-dire enfouies, qui sont enfouies, internes, ainsi qu'une plus grande possibilité d'expression et un meilleur usage de ces ressources. Et ça, c'est important de signaler que, en fait, notre but n'est pas seulement d'accompagner des personnes en détresse, mais aussi des personnes qui veulent découvrir leurs ressources qu'ils ne connaissent pas et donc leur performance. Alors, les méthodes. Moi, je ne vais pas trop les méthodes. Les méthodes, alors, on a différentes méthodes, mais on en retient 2. On retient ce qu'on appelle le groupe de parole. D'accord? Le groupe de parole, c'est une pratique de psychothérapie qui rassemble plusieurs personnes, patients, membres d'un personnel, généralement autour d'un thème prédéfini, et afin de permettre l'expression de conflits, de souffrances et éventuellement de réflexion sur les moyens de les résoudre. Et là, on peut trouver, par exemple, des groupes de parole de femmes qui ont subi des violences, oui, viol par exemple, les addictions aussi. Bon, alors, puis il y a ce que nous, on connaît, c'est l'entretien. L'entretien en tête à tête. Alors, il y a 3 types d'entretien dans la relation d'aide. Il y a ce qu'on appelle l'entretien directif, il y a le non directif et il y a le semi-directif. Alors, l'entretien directif, il est constitué d'un dialogue précis et bref avec l'objectif d'une action rapide sur le problème évoqué. L'aidant est alors considéré comme un conseiller. L'avis du patient n'est pas réellement pris en compte. D'accord? Donc, généralement, je, je ne pense pas qu'on va utiliser cet entretien. Alors, l'entretien non directif, il se déroule sous la forme d'une discussion non contrôlée. L'aidant
est à l'écoute et incite le patient à trouver ses propres réponses. Et puis, l'entretien semi-directif, c'est que le dialogue est plus précis, plus maîtrisé, mais le patient est invité à élargir ses réponses. Donc, trois façons de s'entretenir. Alors, les 7 concepts de la relation d'aide. Donc, la relation d'aide se base sur des concepts considérés en fait comme de véritables piliers nécessaires pour sa construction. Autrement dit, on ne peut pas réussir quoi que ce soit en matière de l'intervention psychologique sans qu'il y ait réellement de bases solides, assurant entre l'aidant et l'aider une certaine confiance, un certain degré d'acceptation et une compréhension parfaite entre les deux parties se basant sur une communication possible sans intermédiaire ou préjugés risquant de tout mettre en l'air. Donc le premier concept, la première clé, c'est la présence. Qu'est-ce qu'on entend par la présence? Alors, la relation est d'abord une présence à l'autre. C'est être là, tout simplement. Et être là, ce concept peut se définir comme la capacité physique d'être là et la capacité psychologique d'être avec la personne. Il symbolise à la fois la force qui suscite la confiance et qui rassure, et la douceur que suppose une approche humaine et bienveillante. Sa signification lui vient des richesses intérieures de l'aidant qui l'assure, sans même parler, et qui laisse émaner par sa qualité d'être calme, espoir et sécurité. Donc, finalement, ça, être présent, on va essayer d'être là, on va essayer comment je vais dire, de se taire et de taire en fait même notre intérieur pour être là, mais il y a une partie qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qu'on dégage. Alors, il y a des personnes qui vont dégager cette bienveillance, cette sérénité, qui vont avoir cette facilité donc à, à inciter l'autre, à mettre en confiance l'autre partie, à le mettre en confiance pour qu'il parle. Et il y en a d'autres où ça va pas aller. D'accord? Donc, premier point, c'est la présence. Deuxième point, c'est l'écoute. L'écoute est souvent synonyme de disponibilité dans le temps, mais aussi de disponibilité intérieure, pour être prêt à accueillir ce que dit l'autre. L'écoute est à la fois silence et parole. Elle est le silence, mais un silence qui parle de notre ouverture bienveillante à la demande du malade et de sa souffrance. Ce n'est pas le silence froid de la neutralité, ou le silence vide de la distraction, mais le silence chaleureux qui laisse une place, qui lui donne un espace de vie, un pouvoir, et qui lui communique par là son désir d'écouter. Et tout ça passe de manière implicite. Hein? Et en fait, pour arriver à faire ça, taire, il faut taire notre voix interne. C'est-à-dire, par exemple, plus concrètement, quand la personne est en train de nous parler, ben nous, on ne doit pas intérieurement chercher à diagnostiquer, chercher à poser des questions, chercher à trouver des réponses, chercher à voir comment je vais faire pour l'aider. Non, il faut être là, il faut faire abstraction de tout ça, être là, ancrage, présent, corps et âme. Et soyez-en sûrs que si vous faites ça, vous dégagez votre énergie, elle est concentrée et ça arrive, il le ressent. La personne en face va ressentir. Par contre, si vous êtes en train de faire un transfert ou un compte transfert, vous êtes en train de voir, ah, si j'étais à sa place, par exemple, si j'étais à sa place, je me demande ce que je ferais.
et je vais aller dans mes pensées. Donc, ce moi-là, il faut essayer le plus possible. C'est pas sûr qu'on arrive à le faire entièrement et de manière impeccable, mais le plus possible, il faut arriver à le mettre en berne, ne serait-ce que le temps de l'échange. Donc, troisième point, c'est l'acceptation. Il s'agit d'un sentiment d'ouverture à l'expérience de l'autre, à sa souffrance et à sa manière d'être sans exigence de changement, ce qui constitue la première condition à l'établissement d'une relation d'aide. L'aidant reconnaît l'aider dans toute sa dignité, en dépit de son aspect physique, de son caractère, de ses valeurs et de sa conduite, et consent à s'en occuper de manière active et chaleureuse. Et là, bien sûr, intervient le fait de juger. Il ne faut pas de jugement, il ne faut pas de préjugés, il ne faut pas de, il faut pas de transfert ni de contre-transfert. Il faut accepter la personne comme elle est. Alors, quatrièmement, le respect chaleureux. Bien sûr, la relation d'aide repose sur la confiance et le respect. Bien sûr, par le respect, l'aidant reconnaît dans l'autre une personne humaine, investie d'une dignité et d'une valeur très grande. Elle le perçoit, elle le perçoit comme un être unique et libre, capable de prendre ses propres décisions, même si c'est parfois avec de l'aide. Le respecter, c'est lui manifester de l'estime, le traiter avec déférence et politesse. C'est l'accueillir dans sa différence et lui montrer une considération réelle pour ce qu'il est, indépendamment de ce qu'il dit. D'accord? Donc, ce respect, ça veut dire quoi par respecter? Ça veut dire que je ne dois pas adopter l'attitude moi je sais tout, moi je suis le thérapeute, lui il sait rien, moi je suis capable de tout, je suis pas comme lui, donc pas de pitié, pas d'attitude hautaine, beaucoup d'humilité et donc euh, 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 le respect, le respect et la dignité. Donc ça va nous amener à la cinquième, je pense. Oui, c'est l'empathie. L'empathie, c'est tout simplement le socle de la relation d'aide. Bien sûr, il faut faire la différence entre l'empathie et la sympathie. D'accord? Là, c'est l'empathie, c'est pas de la sympathie. L'empathie est un profond sentiment de compréhension de l'aidant qui saisit la difficulté de l'aider comme si elle pénétrait dans son univers, comme si elle se mettait à sa place pour se rendre compte de ce qu'il vit et de la façon dont il le vit et qui lui apporte le réconfort dont il a besoin, mais sans s'identifier à son vécu et sans en vivre elle-même les émotions. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est comment arriver à ressentir ce que l'autre ressent, à se mettre à la place de l'autre, mais sans pour autant couper tout ce qui est émotion, tout ce qui est, donc pour éviter tout le transfert ou le contre-transfert, et en fait, éviter être, garder son objectivité ou sa neutralité. Et en fait, la difficulté dans ces relations d'aide, c'est justement cette distance. La distance en même temps, il faut garder une distance et en même temps, il faut être empathique. Sans être neutre, sans être froid, sans être objectif, sans montrer qu'on est, c'est-à-dire garder l'objectivité, mais en même temps, montrer de l'empathie. C'est là toute la difficulté. Bien entendu, ça ne s'apprend pas ni dans les livres, ni dans rien du tout, ça s'apprend dans la pratique. Donc, plus on va pratiquer, bien sûr, il faut se dire qu'on va tous faire et toutes faire des erreurs et qu'en faisant ces erreurs, le plus important, c'est de les accepter, c'est de les comprendre et c'est de les corriger.
Voilà. Et au fur et à mesure que vous pratiquez, et au fur et à mesure, vous allez vous bâtir votre propre façon d'être, votre propre posture et vos compétences et, qui ne, et votre propre style aussi. D'accord. Alors, la relation d'aide informelle est surtout fondée sur l'empathie et au cours d'un entretien formel, l'aidant crée un climat de compréhension empathique, source de confiance et de connivence thérapeutique et la base du soutien qu'elle apporte à l'aider. Sixième point, l'authenticité. Ça, c'est très important, l'authenticité. Il s'agit de la capacité de l'aidant de demeurer strictement lui-même au cours de la relation avec l'aidé. Grâce à l'authenticité, l'aidant reste transparent, spontané et ouvert, ne cherche pas à présenter une façade artificielle et ne se prétend pas être l'expert de la situation de l'autre. Cette capacité est essentielle à l'établissement du climat de confiance et de simplicité nécessaire à la création d'une saine alliance thérapeutique. Soulignez le mot alliance thérapeutique entre l'aidant et l'aider. Ce alliance thérapeutique, il est à la base de tout. Et pour y arriver, il faut justement que la personne soit authentique et qu'elle ait, comme on dit, une forme de spontanéité, qu'elle soit spontanée, qu'elle soit tout simplement entière. Voilà. L'authenticité est souvent confondue avec la congruence. Il existe un lien profond entre ces deux concepts. Une personne authentique manifeste un certain degré de congruence entre ce qu'elle pense, ressent et exprime. Alors, qu'est-ce que la congruence? Il s'agit de la manière d'être de l'aidant qui manifeste une certaine adéquation entre ce qu'il ressent et ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre son comportement verbal et son comportement non verbal. En agissant ainsi, l'aidant crée une harmonie entre ses émotions, ses pensées et ses actions. D'ailleurs, on ne peut pas, si euh, l'aidant n'est pas aligné, d'ailleurs on parle de ça, de l'alignement, s'il n'est pas aligné, s'il n'y a pas une cohérence et un équilibre psychologique, il ne peut pas aider. C'est pas possible. En agissant ainsi, l'aidant crée une harmonie, voilà, entre ses émotions, ses pensées et ses actions. Cette harmonie interne lui permet d'exprimer ce qu'il pense de manière thérapeutique. Et je souligne ça, exprimer ce qu'il pense de manière thérapeutique. Donc, il doit maîtriser le jargon thérapeutique avec une forte énergie positive ou de faire ce qu'il croit approprié afin de faciliter une prise de conscience chez l'aidé ou une évolution de la perception de sa situation. Nous devons aussi nous interroger quelles attitudes adopter face à des émotions fortes d'un patient, d'un aidant, d'une collègue, comme par exemple la colère, la tristesse, la souffrance, etc. Et puis la reformulation. La reformulation est une pratique de communication qui consiste à formuler des pensées de façon plus claire. Ce n'est pas de l'empathie. Elle ne cherche pas à faire parler davantage son interlocuteur ni à le convaincre. En cela, elle est assimilable à un comportement assertif. La reformulation est définie par Carl Rogers et Marianne Kinger avec la citation a pour but d'extraire du contenu communiqué le sentiment inhérent à ses paroles et à le lui communiquer sans le lui imposer. Intervention de l'aidant qui consiste à redire en d'autres termes et d'une manière plus concise, plus explicite, ce que la personne vient d'exprimer
et ce de telle sorte que les dents obtiennent l'accord du sujet. L'un des atouts de la reformulation est dans une relation interpersonnelle de manifester à l'autre que ce qu'on vient d'entendre est acceptable, sans adhérer au point de vue de l'autre. On donne le droit à son point de vue d'exister, puisqu'on peut le répéter calmement. Le mécanisme qui peut alors s'engager est que l'autre s'enhardit et exprime plus en avant son point de vue. Il craint moins de choquer. Donc là, on est en train de l'aider à s'extérioriser. Un autre mécanisme mis en avant par Rogers est que le patient découvre ce qu'il pensait en l'entendant dans une autre bouche. Il en prend conscience différemment. Les principaux types de reformulation sont la répétition partielle en écho, la reformulation, c'est-à-dire paraphrasée, la reformulation originale, c'est-à-dire soit synthétique, c'est-à-dire synthétisée ou explicite, la reformulation interrogative, donc on va reposer en reposant une question, si c'est bon, est-ce que c'est bien ça, ce que j'ai compris? Voilà. La reformulation émotionnelle et reformuler, c'est agir pour être ou rester connecté. Tout ça pour établir cette connexion qui est très importante et qui va faire ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. La reformulation émotionnelle est particulièrement importante. Reconnaître ou les émotions de l'autre au travers de ses paroles, identifier le besoin en lien avec cette ou ces émotions, identifier alors comment agir pour répondre ou aller dans le sens de ce besoin, l'émotion de la pensée, de la peur. Donc, besoin, ça c'est un exemple, il a donc besoin d'être rassuré. Comment puis-je agir pour que la plante soit rassurée? Donc, la reformulation émotionnelle est très importante car elle va permettre à l'autre de reconnaître son émotion, donc de l'accepter. Et il lui faut l'accepter pour en sortir. Attention à la notion de négation émotionnelle offensante, comme par exemple nier l'émotion de l'autre peut être perçu comme une agression. Par exemple, quelqu'un qui va venir, qui va commencer à pleurer pour un problème qui pour vous n'est pas très important. Eh ben, vous allez passer outre. Vous allez faire comme s'il n'avait pas pleuré. Donc, ça, c'est comme si vous avez fait une négation de de son émotion. Alors, l'écoutant doit sans cesse veiller à osciller entre deux postures qu'il faut éviter. Donc, la désimplication et la surimplication. Il ne faut pas qu'il se surimplique, mais il ne faut pas non plus qu'il se désimplique. Il faut qu'il soit l'équilibre entre les deux. Alors, ces attitudes, ce sont les 6 attitudes de Elias Porter, donc, et dans la mouvance de Carl Roger. Il prône donc la non-directivité dans les interventions d'accompagnement. Comme lui, il imagine qu'il doit être possible d'entrer dans la pensée d'autrui dès lors que l'on est en phase. Être en phase, c'est-à-dire être connecté. La typologie des attitudes de Porter vise à valoriser la personne empathique, c'est-à-dire une personne non directive capable de témoigner d'une compréhension de l'expérience émotionnelle, en l'occurrence d'une souffrance, sans chercher à conseiller, recommander, émettre des avis, suggérer des apaisements, enquêter sur des
motivation ou des contradictions ou toute autre considération. L'écoutant doit toujours être dans la conscience du registre relationnel dans lequel il se trouve. Alors, j'ai des exercices, on peut les faire après si vous voulez. On va passer. Donc, moi, alors tout ça, c'est très, très bien. Alors, moi, j'ai voulu mettre l'accent sur l'écoute, l'écoute active. Donc, je vais parler beaucoup plus de ça parce que c'est par là où tout commence. Donc, j'ai pris l'écoute active parce qu'il y a plein d'autres éléments qu'on peut voir. Mais l'écoute active est quand même un moyen d'intervention en psychologie de la relation d'aide. Alors, que faudrait-il retenir au sujet de l'écoute lorsqu'on est un thérapeute en pratique? D'accord? Alors, au sujet de l'écoute, il faut enlever l'amalgame, l'équivoque et toute confusion qui risque de masquer le sens exact de l'écoute et comment celle-ci est pratiquée à tort et à travers dans la réalité au quotidien des individus et des professionnels se chargeant de l'écoute au profit des individus et populations vulnérables considérés comme de véritables usagers cliniques ou sociaux bénéficiaires de cette écoute. Donc, tout le monde, spécialiste ou non spécialiste, se croit pouvoir faire l'écoute, se propose officiellement ou officieusement pour la faire. L'écoute est donc devenue l'affaire de tous. Seulement, il faut rappeler à ce propos que l'écoute n'est pas à la portée de tout le monde. Ah oui, on ne peut pas croire pouvoir devenir un bon chirurgien tout simplement parce qu'on a de très bonnes connaissances en anatomie ou lorsqu'on est un bon charcutier ou l'un des meilleurs bouchers au monde. Donc, il est clair que écouter ne veut pas dire entendre. Il est clair que nous pouvons tous plus ou moins entendre et ne pas écouter. Et c'est ce que nous faisons à différents degrés pratiquement chaque jour et chaque instant que nous vivons. Nous entendons les oiseaux chanter, le bruit et les chamailleries, les véhicules qui passent, le vent qui souffle, les vagues de la mer, etc. Nous pouvons entendre tout cela parce que c'est une chose des plus simples qui ne nous demande aucun effort. C'est simplement le sens de l'audition que nous possédons qui fonctionne d'une manière spontanée. Entendre serait donc un processus naturel, incontrôlable. Il échappe entièrement à notre contrôle. Nous le faisons d'ailleurs sans que nous ne voulions. Cependant, écouter est un acte qui implique la volonté de la personne. Il engage et fixe l'attention de celui qui décide d'écouter. Il s'agit dans ce cas-là d'un processus volontaire où nous nous efforçons de comprendre un message, une information qui engage et implique une concentration, une volonté particulière et une attention qui ne se focalise que sur l'écoute et rien que l'écoute. En matière d'écoute, il est à distinguer principalement entre l'écoute passive et l'écoute active. L'écoute passive est un processus mécanique qui exige très peu d'efforts. On le fait souvent tout en ayant l'esprit ailleurs. La présence de celui qui le fait n'est pas une véritable présence. Elle n'est que partielle, plus ou moins corporelle. On écoute l'usager ou le patient, on le fixe du regard d'une manière purement mécanique.
mécanique avec un peu d'attention et sans aucune participation réellement active. Par contre, l'écoute active est une écoute qui exige une présence totale. Soulignez le mot présence totale. Une disponibilité de l'esprit et des efforts particuliers de compréhension et de participation. Il ne suffit pas de se concentrer sur les faits, les chiffres, les détails et les idées. En plus de ça, la personne qui fait l'écoute est totalement engagée. Le mot engagé. Il faut absorber ce qu'on entend, établir des liens avec sa propre expérience et transposer les données en une information utile à laquelle on pourra avoir recours plus tard. C'est ce qui fait la différence entre une écoute active et une écoute passive. Alors, quels sont les fondements de l'écoute active? Comment arriver à faire une écoute active? Le célèbre psychothérapeute américain Carl Rogers a défini l'écoute active comme, je le cite, une capacité à nous engager dans un processus de communication. De cela, on peut déduire les principaux fondements de l'écoute active, qui pourraient être, premièrement, l'entière disponibilité physique, morale et psychique. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, la compréhension des ennuis et des difficultés du patient ou de l'usager. Troisième point, l'engagement actif pour amener le patient ou l'usager à se découvrir lui-même et à se prendre en charge. Quatrièmement, la capacité d'établir des liens de confiance avec le patient. La capacité d'écouter, de pouvoir offrir à l'autre une oreille attentive. La capacité de faciliter l'expression, la compréhension et l'autonomie du patient ou de l'usager. La capacité de permettre au patient ou à l'usager de se sentir à l'aise et donc soulagé, accepté et compris. La capacité de garder une attitude d'objectivité tout le long de l'opération de la conversation et de l'écoute. Alors, comment parvenir à une écoute active? Eh bien, tout simplement, comme on a vu les fondements, en plus des fondements déjà cités, des moyens semblent primordiaux. C'est d'abord l'empathie, qui est l'art de se mettre dans la peau de l'écoutant attentivement pour saisir son message et mieux comprendre ses émotions. Les meilleures clés pour ce faire sont d'abord la concentration, l'implication et la neutralité. La concentration, l'implication et la neutralité. Deuxième point, la reformulation. C'est le fait de paraphraser l'essentiel de ce qui a été dit par le patient ou l'usager pour vérifier la compréhension du message qu'il nous a envoyé et de le dire autrement. Nous utilisons souvent des expressions comme si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, vous voulez me dire, récapitulons donc, autrement dit, il s'agit de, etc. Une meilleure compréhension de notre part renforce le sentiment de confiance et facilite davantage la conversation. C'est le début de la réussite de l'écoute active. Troisième point, c'est le questionnement. C'est une autre manière d'aider l'interlocuteur à mieux s'exprimer librement en lui posant des questions de relance dans l'objectif d'approfondir ce qui a été dit précédemment. À cet égard, il vaut mieux éviter les questions négatives, les questions rigides, toutes préparées à l'avance. La spontanéité est largement recommandée en matière d'écoute. Et pour finir, il ne faut jamais poser deux questions en une. Quatrièmement, le silence. Vous êtes là pour écouter.
Alors, vous devez écouter plus que vous parlez, plus que vous parlez. Le silence occupe une place très importante en matière d'écoute. C'est lui qui permet de renforcer le besoin de communiquer. Tâchez donc de ne jamais couper la parole à votre patient, à votre interlocuteur, de savoir l'écouter en respectant les espaces de silence qui lui favorisent la recherche de ses idées, de ce qu'il veut avancer et de s'abstenir face aux choses qu'il ne veut pas exhiber, du moins momentanément. C'est-à-dire, il faut pas se montrer, il faut pas faire d'interrogatoire et il faut pas se montrer curieux. S'il n'a pas envie de dire des choses, il faut pas aller les chercher. Il faut le laisser faire. Alors, maintenant, quelques obstacles, bien sûr, ce n'est jamais facile. Quelques obstacles face à l'écoute active. Alors, en dépit de toutes les mesures de précaution et les conseils suivis pour la réussite de l'écoute, rares, rares, je dis bien rares, sont les praticiens et spécialistes en la matière qui peuvent croire ou prétendre réellement avoir réussi leur noble mission d'écoute. Il faut dire que ce n'est pas aussi simple que nous imaginons. L'écoute n'est pas une chose facile. Elle est après tout question d'hommes et de femmes qui la font et qui sont plus ou moins pas très bien préparés pour ça, vu leur tempérament, leur formation, leur disponibilité, leurs contraintes, les personnes qu'ils écoutent, leurs différents milieux, leurs âges, leurs difficultés, leurs conditions, leurs demandes, etc. Tous ces paramètres risquent de se traduire pour devenir de véritables obstacles devant une écoute parfaitement réussie. Et là, je dirais bien, ce sont les différences de milieux culturels, social, etc. D'accord? Ça peut faire des freins. Ça peut faire des freins pour une écoute. Donc, pour résumer tout ça, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, je l'ai mis en quelques points. Donc, nous pouvons résumer ce que nous avons avancé à propos des obstacles face à l'écoute et à propos de tout ce qu'on a vu sur la relation d'aide. Quelques points. Alors, le premier point, alors, attendez, ah non, non, non. Alors, la perception de chaque personne est unique. On ne reçoit pas les messages de la même manière dont ils sont communiqués de la part du locuteur. C'est-à-dire que chacun a sa façon d'interpréter, a ses codes et a sa manière de comprendre les choses. Deuxièmement, l'information reçue est souvent adaptée et interprétée en fonction de ce que les individus préféreraient entendre. Les informations négatives sont souvent rejetées pour fuir la réalité ou parce qu'elles dérangent. Nous pensons plus vite que nous ne parlons, ce qui crée énormément de décalage entre le locuteur qui parle encore et l'auditeur qui a déjà entamé un travail de réflexion sur ce qui est en train de se dire. Et ça, ce qu'il faut éviter. Le sujet est souvent trop complexe ou mal compris ou différemment interprété par l'auditeur. On tire souvent des conclusions des propos de l'usager ou du patient avant même que ce dernier ne termine d'exprimer ses pensées. On sait déjà. Vu deux, trois points, deux, trois. Ah, ouais, ça c'est une dépression. Allez hop. On- et on fait le diagnostic. Ça c'est un piège qu'il faut éviter. On tire souvent. Donc, le locuteur déficient s'exprimant mal, bien sûr, parce qu'il est en état de fragilité psychique, donc il ne va pas trouver les mots qu'il faut, s'exprimant mal ou ne possédant pas de talent en communication, provoque souvent la distraction de celui qui se charge de l'écouter. Ça, c'est humain. On n'a pas envie d'écouter. L'état d'esprit fatigué, épuisé, non disponible, plus ou moins embrouillé ou affecté risque d'entraver la communication et désintéresser l'auditeur. La personne qui écoute a peut-être besoin de se faire écouter. C'est la nature
humaine, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc, pour conclure, faudrait-il signaler que l'écoute active n'a jamais été et ne sera jamais une affaire simple? C'est plutôt un art et un talent à part entière que nous ne possédons pas tous de la même manière et au même degré. Si les uns sont plus doués que les autres lorsqu'ils parlent, il y a certainement ceux qui sont plus doués que les autres lorsqu'ils écoutent. Faudrait-il rajouter tout simplement que l'écoute active n'est pas la simple répétition des propos employés par l'interlocuteur, parce que cela, tout le monde peut le faire. Elle est plutôt le reflet des pensées et des sentiments de votre interlocuteur en une sorte de strict miroir, sans jugement de valeur et sans aucune interprétation. L'écoute active permet donc de minimiser le risque de malentendus tout en offrant un cadre sécurisant où le locuteur peut s'exprimer à sa guise, comme en psychanalyse, sans aucune contrainte, inhibition ou peur d'être jugé. Moi, tout ça, j'ai résumé tout ça en quelques idées, mais je crois que c'est pertinent, vous allez me dire, et peut-être que ça fera un sujet à débat. Alors moi, ce que j'ai retenu d'abord, c'est qu'il existe un besoin irrépressible chez tout être humain d'être accepté, reconnu et valorisé, même si la personne en face de vous ne semble pas éprouver ce besoin, comme Maslow le dit, le besoin d'estime, d'estime, d'estime de soi. Donc, ça veut dire que, en fait, il faut, il faut, il faut valoriser ces papiers, il faut valoriser la personne qui est en face, et ça rejoint ce qu'on avait dit, euh, 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 lui donner le respect, la dignité, la mettre à l'aise, voilà. Deuxième point, et ça c'est très important, ce qui importe, ce n'est plus le traumatisme en lui-même tel qu'il est raconté, mais c'est surtout sa résonance à l'intérieur de la personne qui est en train de d'en parler. C'est-à-dire que la résonance du traumatisme, elle diffère de chacun de nous. Nous n'avons pas tous les mêmes ressources pour dépasser les aléas de la vie. Il y a des personnes qui les dépassent facilement, il y en a d'autres où ça pose problème à un moment donné de leur vie. Donc la fragilité humaine, elle est là et elle est bien humaine et personne n'est à l'abri de rien du tout. C'est pour ça qu'il faut de l'humilité. Aider aussi, pour moi, c'est offrir un espace de liberté de parole, mais de liberté aussi d'acte. C'est-à-dire, il faut mettre la personne, il faut que quand elle vient chez vous, c'est qu'elle vient vraiment pour se libérer, en toute confiance, en toute sécurité, et bien sûr dans la bienveillance et l'empathie, et l'amour inconditionnel, bien sûr. Et quatrième point très important, la personne en difficulté, on doit faire en sorte qu'elle ne dépende pas de nous. C'est-à-dire qu'elle arrive à être bien même si on n'est pas là. Ça, c'est très important. Parce que quand une personne est fragile, elle vient nous voir et nous, on lui donne de l'amour inconditionnel, de l'empathie, tout ça. Si on répond à un besoin. Et donc, ce besoin, si on ne respecte pas la distance euh, thérapeutique, ben, ça crée de la dépendance parce que n'oubliez pas qu'elle est toujours en état de fragilité. Et bien sûr, elle est facilement manipulable parce qu'elle est fragile. Donc là intervient nos valeurs, l'éthique, la déontologie et bien sûr, euh, le fait de faire le nécessaire pour toujours garder cette distance, qu'elle ne dépende pas de nous et qu'elle vole de ses propres ailes, qu'elle fasse ses propres choix.
D'accord? Donc, ce qui m'amène à dire surtout pas de conseils, ni de propositions, ni de suggestions. Chose qui n'est pas aisée, vu que nous avons tous tendance à vouloir conseiller. C'est normal. Mais là, il faut dire non. Non, on ne doit ni conseiller, ni suggérer, ni rien du tout. On doit suivre la personne qui est en face, on doit suivre la personne, l'aider à renouer avec, à s'auto-actualiser, comme dit Rogers, à s'auto-actualiser, à renouer avec ses propres ressources tout en respectant son rythme d'évolution et bien sûr ce qu'elle veut. Pour... En fait, le but est et l'itinéraire ne nous appartiennent pas. Ça appartient à la personne qui est en train de se faire aider. C'est-à-dire, nous, on est là que pour l'accompagner. D'accord? Et là où elle veut arriver, ça, c'est elle, elle doit l'assumer. C'est pas à nous. Nous, on ne rentre pas là-dedans. On est juste là pour l'aider à y aller. Que ça soit bon pour elle ou mauvais pour elle, ça c'est elle qui va décider, c'est elle qui décide. C'est pas à nous à nous de la guider, de la diriger. L'attitude compréhensive consiste à apporter une preuve irréfutable que nous l'avons bien compris et entendu. Cela passe par l'écoute et la reformulation. Le but est de lui montrer que nous avons compris quoi? Que nous avons ressenti et compris et accepté l'émotion, son émotion et son ressenti, d'accord? Qui sont les siens, d'accord? C'est comme si, en fait, on faisait à un moment donné, on faisait abstraction de nous, on le mettait à côté et on lui prêtait, en fait, notre, notre psyché, hein, pour qu'elle déverse en fait ses émotions et ses sentiments pour qu'on puisse après les lui montrer comme un miroir. Pour qu'elle prenne tout ça, pour qu'elle prenne conscience, et une fois qu'elle a pris conscience, le travail, il va se faire, si elle a bien sûr envie qu'il se fasse. Parler et écouter en même temps est impossible. Alors, il faut se résigner à se taire extérieurement, mais aussi à se taire intérieurement, dans la mesure du possible. Huitième point, lorsqu'on aide à avoir raison, n'avance en rien. C'est-à-dire, nous, même si on a raison, on ne doit pas penser en termes de raison. D'accord? L'essentiel, c'est ce que l'autre trouve comme solution convenable pour lui. C'est pas que nous, on ait raison. C'est pas notre problème. Nous, on ne doit pas avoir raison. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, l'essentiel, c'est que l'autre trouve solution convenable à pour lui. Alors, aider et enfin aider, c'est ça pour moi, c'est très important. D'ailleurs, une fois Petit Sam en a parlé et là j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Et aider, c'est déjà réussir à ne pas nuire à la personne. Elle a raison de dire on peut nuire. Aider, c'est déjà réussir à ne pas nuire à la personne, comme par exemple lui proposer des exercices ou une démarche thérapeutique qui va l'enfoncer davantage. Parce que justement, on ne maîtrise pas les outils, on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Donc là, si on ne maîtrise pas, eh ben, on peut faire des trucs graves. On peut, surtout que la personne est fragile. Donc, on peut l'enfoncer. D'accord? Ou, par exemple, en lui proposant des choses, en lui proposant, en la conseillant, en faisant. Donc, il faut essayer de ne pas nuire à la personne. Ça, c'est déjà, si on réussit à ne pas nuire, c'est déjà une très bonne chose. Donc, donc tout ça revient à dire que finalement, aider, aider est un art. C'est un art qui n'est pas à la portée
de tout le monde. Voilà, j'ai fini. Alors, à vous. Et si vous voulez des exercices, il y a un exercice qui sont très intéressants. Je peux je peux vous le dire. Très, très intéressant. Qui parle justement, parce que l'humanisme, ils sont passés vers, ils ont mis en exergue ce qu'on appelle les émotions. Donc, c'est un exercice qui va nous montrer, en fait, qui va nous aider, en fait, à savoir nous mettre à la place de l'autre émotionnellement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vais dire. Alors, par exemple, apprendre à se connecter au sentiment d'impuissance. Par exemple, pouvez-vous identifier une situation où vous avez ressenti un sentiment d'impuissance? Quelles ont, quelles ont été alors vos pensées, votre dialogue intérieur? Qu'avez-vous ressenti? Donc, vos émotions. Quelles ont été les manifestations physiques de vos émotions? Quoi, comment et où? Ça, c'est un travail de réflexion qu'on peut faire, d'accord? Et collectivement, on peut même poser la question, les limites de l'empathie, parce qu'elles diffèrent de chacun de nous. Alors, les limites de l'empathie sont donc différentes selon les personnes. Il y en a aussi dans ces limites la part de la résonance traumatique et émotionnelle en lien avec le parcours et les expériences de vie de chacun. D'accord? Donc, ça, on peut travailler aussi ça. Donc, ça, c'est des exercices. Voilà. Donc là, je vais apprendre à me taire. Bouchra, merci beaucoup pour le rappel, pour ce rappel. Le secret, vous avez expliqué le secret d'un bon coach, d'un psychopraticien, d'un psychologue aussi. Donc, l'outil, notre travail, il tourne autour de ce que vous avez essayé d'expliquer, Bouchra. C'est très intéressant. Donc, et le plus important de là, vous avez parlé de la psychologie humaniste. D'ailleurs, c'est la source d'accorder de l'importance la relation d'aide. Comme vous avez expliqué, vous avez parlé de l'historique, c'est très bien. Et vous avez cité des éléments que nous avons vus ensemble, à savoir l'approche orientée solution, l'approche basée au coaching et l'attitude non directive. J'ai aimé les 4 points. L'empathie, c'est un élément clé. L'écoute active, confiance et non-jugement. Donc vraiment, c'est le secret de la réussite des séances d'accompagnement. Vous avez parlé des 3 P, pouvoir, permission et responsabilité. D'accord? Qu'on peut accorder à la personne, au sujet. J'ai aimé aussi un autre élément, vous avez parlé de découvrir les ressources de la personne, mais ce que j'ai apprécié, vous avez dit que au coaching, on dit que tout le monde détient les ressources nécessaires pour réussir. Vous avez parlé de que on n'a pas les mêmes ressources pour faire face au traumatisme. Ça, c'est très intéressant. Euh, L'élément clé, c'est être présent, non seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est très important. Et intellectuellement, et être soi-même, être spontané. Ça, c'est magnifique. Être en accord avec soi-même. Ça, c'est très important. Donc, il y a de l'énergie qui se dégage à l'extérieur. On ne peut pas la maîtriser. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire appel à l'authenticité, à la spontanéité. Un élément clé, c'est supprimer notre ego. C'est vrai. Le plus important, ce n'est pas qu'on doit prouver l'autre qu'on a raison. Là, on a de chercher la vérité. D'ailleurs, comme a dit Nietzsche, il y a plusieurs vérités, plusieurs yeux. Donc, par conséquence, il n'y a pas de vérité. Donc, c'est bien ça. Vous avez parlé de l'écoute. L'écoute, c'est quoi l'écoute? C'est intéressant, la concentration, la volonté, l'application, la neutralité, 3 éléments qui ne sont pas faciles. Et vous avez raison sur le fait que ça dépend de chaque personne. Et les freins de l'écoute, ça dépend de notre personnalité et notre milieu. Ça, c'est très important. C'est pourquoi on va trouver qu'il y a des personnes qui sont mieux placées à écouter que d'autres. Mais on essaie. Et la perception, c'est important. C'est chacun, comme il voit la chose.
Donc, et enfin, j'ai aimé le dernier exercice, apprendre l'impuissance, un sentiment d'impuissance, d'être chagriné, d'être piégé. Parce que si on n'a jamais ressenti ça, on ne va pas pouvoir accompagner la personne. Donc c'est bien de vivre certains sentiments qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre. Voilà, voilà. Et j'ai aimé le fait que l'empathie, l'écoute fait partie, l'empathie fait partie de l'écoute. Ça nous permet de créer le lien. Et le silence, ça c'est important. C'est difficile de ne pas interrompre la personne qu'on accompagne. Donc c'est un exercice quand même qui est difficile. Merci beaucoup Bouchara pour le rappel. C'est très intéressant. Je ne peux rien dire de plus. Donc je cède la parole aux autres. Mhm. Bouchra, merci pour la présentation. Moi, je C'était, t'en prie tous. c'était très intéressante et constructive. Donc, moi, ce que j'ai pu retenir, c'est dans cette relation d'aide, c'est que cette relation, il repose sur la création d'un espace de confiance, d'abord, et d'écoute active. Et sous-entendu dans cette écoute active, si on n'a pas une pleine présence, il n'y a pas d'écoute active. Et ceci va permettra au coaché d'explorer ses émotions et ses besoins sans jugement, comme vous avez dit, donc sans être dans le jugement, et aussi d'avoir un objectif de le guider vers euh, pour qu'il découvre et valorise ses ressources intérieures. Et ce qui est en pratique, cela signifie que poser des questions ouvertes et la reformulation, c'est un point qui est très important parce que on le trouve généralement quand on rate cette reformulation au niveau de l'objectif formulé par le coaché, la séance elle est ratée. Donc l'écoute elle est importante, très importante pour pouvoir reformuler et quand on écoute bien, on peut rebondir aussi sur les questions, sur les questions, sur les dits du coaché. Et finalement, c'est ce qui provoque une transformation, bien sûr, intérieure chez le coaché, dans ses comportements, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et bon, c'est bon. D'accord. Je voulais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, l'essentiel de tout ça, c'est qu'on doit foncièrement aimer l'être humain et aimer aider. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de générosité, on ne peut rien donner. Et ça, c'est un don. Moi, je trouve que c'est un don. Oui, C'est pas donné à tout le monde, hein. Tout le monde ne peut pas être thérapeute. Ça, c'est une vérité. Il y en a qui sont doués pour la recherche, d'autres qui sont doués pour, je ne sais pas moi, pour les études, pour, je ne sais pas moi, pour d'autres, mais cette alliance thérapeutique, créer cette alliance thérapeutique et la connexion comme elle se doit, et d'ailleurs même, ça a été dit, c'est très rare, c'est très très rare. C'est Et je crois que ça vient de l'amour de l'autre et de cette conscience et cet équilibre qu'on arrive à acquérir, peut-être aussi avec les expériences, avec le recul, oui, avec l'âge aussi, oui, la, mat- la maturité, tout ça, donc, ce sont des ingrédients. Et, comme بحال كيقول سيدي ربي وكل شيء خلقناه بميزان. فهمتي؟ هذاك الميزان خص يكون عندك ميزان ديال الذهب. إلا عندك ميزان ديال الذهب غادي تقاد écouter وتعرف tu donnes la sérénité mais c'est pas donné. ماشي معطية لكلشي. C'est malheureux, malheureusement. Mais on peut. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les portes. On peut.
ça peut se travailler. بحال اللي قلتي avec la pratique, avec Ouais. ça Ouais, peut venir. ouais. غير هو c'est difficile في الأول, pour nous c'est difficile. Ouais. Surtout, بوشرى surtout quand on n'est pas sûr de, là on commence, on n'est pas sûr de soi. C'est-à-dire, ça se montre. كي يشوف هذوك الناس bah oui. وsurtout ملي كيجيك un cas difficile من الأول. Un cas difficile où tu sais pas comment faire. هو il est en train de parler, tu قدامك تشوفي les cours. J'ai le cours. Voilà. Ah, oui, voilà. On a un cours, d'ailleurs, ça m'a paru, on a un cours sur le développement personnel. C'est-à-dire le coaching, non? C'est pas pareil? كتسمعوني دابا انا اللي نسيت j'ai oublié. Quelle est la différence entre le coaching et le développement personnel? Le coaching, c'est apprendre le Ouais. métier d'accompagner. Le développement personnel, c'est des techniques pour se développer. Et peut-être qu'on peut le pratiquer avec les autres personnes. Développement personnel, c'est donné à tout le monde. Le coaching, c'est le métier. Donc, c'est ça la différence. Rien, je voulais parler d'un élément à Bouchra. Effectivement, qu'il y a des personnes qui sont douées pour l'accompagnement. Ils ont le don. Peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de formation. Ils vont accompagner ou là, peut-être ils auront besoin juste du cadre. Ils peuvent accompagner. Mais heureusement qu'on a cette possibilité, mis à part le fait qu'on va s'entraîner. Mais avoir cette volonté, déjà, la première des choses, la volonté d'aider. Cette personne, j'ai envie d'aider cette personne sans adopter l'attitude de sauveur ou de sauveuse. Le deuxième, Très important, ça. oui, tout à fait. Et l'acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre, c'est important. Mais quand on arrive à accepter les autres, sa manière de voir, il n'y a pas de vérité. C'est vrai. Donc, واحد النقطة زوينة قلتي عجبتني بشرى sans vouloir avoir raison. C'est-à-dire que أنا ما جايش هنا باش نبين له أنا عندي الحق. Non, je vais suivre la personne في le chemin ديالو. غنبقاو غاديين تلقى le chemin ديالو بالطريقة ديالو هو. أنا ما عليا غير éclaircir la voie. Donc on peut réussir. Je pense que même si ما كناش fait pour un travail, mais on peut réussir. L'entraînement, la volonté d'aider, l'acceptation inconditionnelle, l'ego de côté et surtout la spontanéité. كيحس بيك l'autre personne انك un être humain عادي donc كيوصلوا هذاك الشيء ديالك اللي كتوصلوا et automatiquement va faire le travail à l'intérieur. Il ارتاح غير une fois كنرتاحوا العقل انه il nous aide à trouver les solutions pour faire les solutions sans se fatiguer. Donc, alhamdoulilah, on a toujours la possibilité. Il faut aimer, il faut aimer aider, il faut aimer l'autre. C'est important. Donc, effectivement, Bouchra, effectivement, Bouchra. Donc, quand on dit l'acceptation inconditionnelle, à l'intérieur, il y a de l'amour. Donc, à l'intérieur, il y a la façon, كل واحد l'amour كيفاش غيشوف. كاين اللي غادي l'amour بالقلب، كاين اللي غادي يبغي بالروح، كاين اللي غادي يبغي بالإنرجي، كاين كل واحد حيت sa façon d'aimer. Donc, il y a de l'amour à l'intérieur. L'amour de l'autre, puisque je l'accepte qui me voit. ما كاينش des standards des valeurs. ما كاينش des croyances standards, ما كاينش le conformisme. هاد les éléments تحيدوا automatiquement, je pense qu'on arrive à réussir la séance ديالنا. Donc la volonté d'aider, c'est important. Merci. Ouais. Un autre point, عجبني هذاك le silence, هذاك le silence, ولكن le silence chaleureux. C'est-à-dire que انت ساكت ما كتهضرش مي كيحس بيك راك معاه. Alors وهنا هضرت على واحد ان المتوازوين, c'est l'empathie, vivre
avec l'autre sans être touchée. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que أنا مع la personne حاسة بها عايشة معها ولكن دايرة le cercle ديالي sans être touchée par les événements, surtout quand il s'agit de traumatisme, d'injustice اللي تقدر تبان la personne في la vie, de certains éléments. Donc زوين هاد le mélange entre ressentir ce que l'autre arrive à ressentir tout en sans être touché. هاد l'élément si on le travaille, qui le travail ديالنا facile. Mais c'est là toute la difficulté, justement. C'est là. C'est comment arriver à disons, à créer de la distance entre, sans pour autant tomber dans la désapplication et dans la neutralité ma froide. بشرى أنا نقدر نقول 3 éléments. D'après ma petite expérience, c'est accepter la vie. Quand on commence à accepter la vie, mais qu'il y ait avec le sentiment la vie est injuste, c'est accepter la vie. Le qadar d'Allah, on l'accepte. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui doivent passer par des situations. Tania, ne pas sauver. Je ne suis pas là pour sauver. Parce que c'est Dieu qui va nous sauver. Donc moi je suis là pour aider, donc je ne sauve pas. Donc elle est sur la protection à l'intérieur. Et troisièmement, dire que c'est l'histoire de l'autre. C'est l'histoire d'Yellow. Mais parce que émotionnellement, on a très envie d'être très empathique et on a envie de vivre la situation et de ressentir la douleur comme si de cette manière on va pouvoir aider. Non, on peut aider, on peut vivre sans s'impliquer émotionnellement. Donc je vois les 3 ingrédients qui vont pouvoir nous permettre d'accueillir les situations, accepter la vie, ne pas sauver, et c'est l'histoire de l'autre personne. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Oui, et d'ailleurs, Anna, même, je peux aller même plus loin, dans le sens où je vais dire que chaque personne, chaque thérapeute doit avoir une connaissance de soi parfaite et doit connaître ses points faibles, ses fragilités et ses points forts. Et il doit, en fonction de ça, se spécialiser dans une forme je dirais pas de maladie, mais une forme de coaching, une forme je dirais pas la thérapie, mais de pathologie qui va lui parler plus. Et où il aura cette facilité et cette spontanéité. Parce que elle va être en harmonie ou la compatible avec sa vie, ses expériences, ses traumatismes et ses fragilités. Maintenant, concrètement. Par exemple, une personne qui est thérapeute, mais qui a eu une enfance où elle a été violée. C'est sûr que en ayant, par exemple, une personne en face qui a été violée et elle doit l'accompagner, ça sera très difficile pour elle, justement, de garder cette distance et cette neutralité. Même si, vous allez me dire, elle a dépassé ça, elle a travaillé sur elle-même, tout ça, waha, qui prend des résidus. Il y aura toujours à un moment donné un mot, une phrase, une musique, n'importe quoi qui va lui rappeler certaines choses qu'elle a dépassées. Donc, la personne, elle doit avoir cette honnêteté vis-à-vis d'elle-même et avec elle-même. Elle va pas le dire à tout le monde, mais elle-même, elle va se dire, moi, par exemple, je vais m'occuper
de la dépression, de l'anxiété, le traumatisme, si je le rencontre, eh ben, je vais l'envoyer à un collègue qui sera plus apte à le traiter. Donc, l'honnêteté, je dirais, et la connaissance de soi et la conscience de ce travail qui est très dur parce qu'il n'est pas facile, parce qu'on peut nuire. On peut nuire sans le vouloir, parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne connaît pas certaines choses, ou là parce qu'on n'a pas dépassé certaines choses. D'accord? Donc, Hachikulu fait que il faut, moi, je dirais, on a beaucoup plus, chacun de nous a des facilités pour une pathologie donnée. بحال دابا quelqu'un بحال دابا أنتِ مدام رشيدة غادي يجي quelqu'un qui a des problèmes de performance ou là qui a عنده des conflits conjugaux, là il veut arriver à c'est des petits bobos euh, où la performance ou le travail وهادي tu vas arriver, c'est ton truc. Tu as cette facilité, d'accord? لأن vu ton expérience, vu le travail que tu as fait, vu ta personnalité, vu كلشي هادشي. Par contre, غادي نجيب لك quelqu'un qui va venir te raconter sa vie et ses souffrances et il veut pas progresser, il est tout le temps dans le même truc. Bon, tu vas le prendre واحد شوية. Tu vas voir que c'est lourd. C'est vrai, tu vas faire le boulot. ولكن ماشي بلا même. Et peut-être ça va te rendre triste après. Peut-être ça va te rappeler quelque chose, je ne sais pas moi. C'est qu'on a tous des aptitudes. Et ces aptitudes, on doit les connaître. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi-même. Et on est suffisamment outillé pour le faire. On n'a même pas soi-même en faisant les والله العظيم نعطيك صحيحتك، درتي sans prix. واحد ريفريش Bien. ميموري، حيت بصح هادو هما لي زوتي ديال الخدمه ديالنا، راه هذا هو الخدمه ديالنا، هادشي اللي هضرتي لومباتي ليكوت لا كونغرويونس لوثنتيسيتي سي تري انتريسون. هذا هو le travail ديالنا. Exactement, c'est bien. Le reste, c'est les informations. Exactement, هذاك الشيء اللي زدنا de gestion de temps, de stress, ainsi de suite, c'est des informations qui accompagnent le travail ديالنا. Mais vraiment, c'est bien, هذا هو l'essence, ça c'est ce qui fait la différence entre هذا et هذا. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas de questions ou de suggestions, on arrête là. تبارك الله على بشرى ما سخيناش بها، درتنا une belle présentation et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.